L'échiquier international, soyez les bienvenus. Un week-end aux couleurs de Palestine dans certaines capitales occidentales. Samedi par exemple, Paris et surtout Londres ont rassemblé 2 millions de personnes pour dénoncer les opérations de bombardement sur la surpeuplée Gaza. Or, selon les nouveaux paradigmes médiatiques insufflés d'ailleurs par les officiels sionistes, tous ceux qui dénonceraient l'entité sioniste ou les exactions contre les Palestiniens seraient des crypto-extrémistes, des terroristes qui s'ignorent ou encore des haineux en devenir. Et vous, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas en reste. Vous qui visionnez ce programme antisémite ou qui versez une larme sur les images d'enfants happés par des bombes ou faites montre d'une quelconque empathie, vous placerez ipso facto dans la catégorie antisémite, que vous soyez algérien, maghrébin, donc sémite, et que vous soyez traité d'antisémite de la bouche des rejetons des ancêtres d'une tribu turco-khazare, n'est pas une absurdité de près. Plus absurde encore que certains juifs dénoncent eux-mêmes l'antisionisme, ferait d'eux des suppôts de la haine des juifs célèbres comme Einstein, Hannah Arendt, Simone Weil, Emmanuel Kant, Nietzsche, le Shah d'Iran, Noam Chomsky, Stéphane Hessel, voire le prophète Issa, que la paix l'accompagne, pour ne citer que, seraient tous des concentrés du ressentiment. Finalement, ils se détesteraient eux-mêmes, une haine tellement forte qu'elle déborderait sur le peuple élu. Pour revenir à Londres et sa marche concentrant des centaines de milliers de personnes, ou les 2 millions selon les chiffres des organisateurs, une marche selon les cadrans de l'époque rendrait hommage à la haine. Justement, ce soir, on a voulu savoir ce qui renferme le vocable antisémite, à quoi il renvoie véritablement, quelle est la différence entre la notion antisémite et antisioniste. Menu des discussions du jour, et c'est tout de suite. Jour de bombardement, un autre jour qui apporte son lot de morts, comme ces 7 Palestiniens décédés lors d'un bombardement dans le camp de Nuseirat, ou encore ce quadrillage de Gaza qui provoque des drames, comme ces 17 patients décédés à l'hôpital El-Shifa en raison d'un manque d'oxygène. Et justement, pour comprendre les enjeux de ces bombardements sur Gaza, on a souhaité aujourd'hui questionner la chape de plomb sur les débats qui ont cours actuellement. L'assimilation entre antisémitisme et antisionisme, une des pièces de muselage des opinions publiques quand il s'agit de critiquer l'antisionisme. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un auteur et un conférencier, Jacob Cohen. Bienvenue à vous. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Jacob Cohen, tout d'abord, première question, liée à l'actualité avant d'attaquer le sujet du jour. Hier, dimanche, donc, on a organisé à Paris une marche pour dénoncer l'antisémitisme. On a sommé tous les Français de se présenter, sinon ça serait tombé dans l'escarcelle de la haine. Alors, première question directement, avez-vous été à cette marche? Et quelles que soient les raisons, quelle que soit la réponse, quelles seraient vos raisons? Non, je ne suis pas allé à cette marche, évidemment, parce que c'est une marche officielle. Enfin, en fait, le vrai sens de cette marche est d'apporter son appui à Israël. Mais comme on ne peut pas le dire ouvertement, on a inventé une histoire d'antisémitisme qui n'existe d'ailleurs pas en France, loin de là. Par rapport à l'islamophobie, vraiment, il n'y a pas photo. Et on essaye de reprendre quelques faits ici ou là, mais vraiment tirés par les cheveux, comme par exemple cette histoire d'étoiles qu'on avait vu fleurir sur les murs de Paris et qu'on avait dit oh là là, mais en fait, ça s'est révélé être des étoiles commanditées par une association juive installée en Europe de l'Est pour venir en aide à Israël. Mais pendant 2-3 jours, ça a été l'affolement dans les médias français. Et en fait, il y a eu par exemple un directeur de Publicis qui avait dit que celui qui ne vient pas à cette manifestation sera considéré comme un soutien du Hamas. Donc apparemment en France, il y aurait 67 millions moins 100 000 soutiens du Hamas. En France, ça frise le ridicule, mais malheureusement, les judéo-sionistes tiennent si bien le média que le ridicule ne tue pas.
Et voilà, on assiste, et ça continue encore aujourd'hui avec des témoignages. C'est pathétique, c'est triste, c'est terrible d'en arriver là en France. Voilà. Donc, selon vous, Jacob Cohen, la manifestation d'hier serait en fait un plaidoyer implicite pour soutenir les bombardements sur Gaza. Or, on a vu plusieurs personnes officielles être au premier rang et porter la banderole dénonçant la montée éventuelle ou soi-disant de l'antisémitisme en France. Comment expliquez-vous la présence de ces officiels qui seraient normalement garants de la loi en France? Non, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire que, au contraire, les politiques se pressent pour se montrer. Je vais vous donner un exemple. Quand le CRIF organise son dîner annuel en février, je vais vous rappeler une expression extraordinaire à l'époque publiée il y a une vingtaine d'années par Alain Finkielkraut, qui était un certain temps avant il était de gauche, lucide, pas communautariste dans ce sens-là, et il avait qualifié le dîner du CRIF de tribunal dînatoire. Ça veut dire que les politiques, la classe, l'establishment français, parce qu'il y a tout le monde, il y a les politiques, les économistes, les journalistes, les juges, les francs-maçons, sont convoqués par le CRIF, il y a à peu près 1000 personnes, et donc ils viennent pour écouter les doléances, les remontrances du CRIF, et les CRIF leur donnent les instructions pour la suite. Et donc, c'est pour les gens qui veulent arriver en France, c'est très important d'y être, même si ça coûte 1000 euros pour un dîner le repas. Pas terrible, le repas. Et donc, au contraire, on se presse pour y être. Et là, la manifestation d'hier, aucun homme politique, disons, qui a envie de se montrer, qui a envie de recevoir l'onction du CRIF, ne peut pas se permettre de rater, de ne pas être sur la photo. Vous savez, en Angleterre, il y avait le président du Parti travailliste, Jérémy Corbyn, Oui. Qui est juif. Eh bien, il n'appréciait pas du tout la politique israélienne. Le lobby judéo-sioniste a réussi à le dégommer pour antisémitisme, ce qui était, enfin, je veux dire, l'aberration totale. C'est un homme de gauche, un humaniste, etc. Et ben, un juif, et ils ont mené une campagne terrible contre lui pour antisémitisme, et ils ont réussi à le dégommer. Donc, en fait, un homme politique en France, regardez ce qui va arriver à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il va, à mon avis, il pourra perdre des plumes parce que il y a une campagne terrible contre lui. Il est devenu quasiment, il a remplacé le Front National dans le rang du danger pour la France. Et donc, cette campagne risque de lui porter préjudice. Donc, un homme politique, il est obligé, enfin, s'il a envie de jouer un rôle, il sait d'où vient le sens du vent, et donc, eh ben, il s'y conforme. C'est la lâcheté de tout homme politique qui met sa carrière en jeu, en avant, plutôt que ses convictions. Alors, il y a quelque temps, au Parlement français, le ministre de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, c'est son nom complet, s'est félicité d'avoir interdit les manifestations pro-palestiniennes. La France doit être un des seuls pays au monde à avoir fait visiblement, avoir imposé cette mesure. Même l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi, où les rassemblements sont interdits, pourtant n'a pas pu enrayer ces regroupements pour dénoncer les bombardements sur Gaza. Sauf que l'interdiction de Darmanin n'a pas tenu une semaine, puisque le Conseil d'État a désavoué son ministre de l'Intérieur. Oui, ben, la France, curieusement, enfin, je veux dire, elle est retombée dans, sous une influence terrible du lobby judéo-sioniste. Bon, et la France, quand même, elle se distinguait dans les années 90, même 2000, avec Jacques Chirac, l'Irak. Il y avait un discours quand même beaucoup plus équilibré. Et puis avec Sarkozy qui a rejoint l'OTAN,
et Hollande, et puis on a vu avec l'Ukraine. Enfin, c'est-à-dire que la France se déshonore avec une complaisance, une soumission. Elle s'aplatit devant le lobby, devant Israël, devant l'Amérique. Elle a perdu à tel point, vous savez, que le Quai d'Orsay s'est beaucoup inquiété, les diplomates se sont inquiétés, même le monde s'est inquiété de la dérive pro-israélienne de Macron, des médias français. C'est vraiment, on assiste à une hystérie pro-sioniste en France, qu'il a été obligé, il y a 2-3 jours, de donner une interview à la BBC où il a mis en cause les bombardements israéliens sur Gaza, et il s'est fait remettre à l'ordre par le CRIF, par Israël, etc. Donc, et par Netanyahou. Par Netanyahou, par le CRIF, enfin vraiment, qui a publié un communiqué où vraiment Macron a perdu tout crédit, enfin tout crédit, une partie de son crédit qu'il a amassé auprès de la communauté juive, il l'a perdu en critiquant Israël. Voilà. Mais ce que vous décrivez renvoie au débat de la liberté d'opinion, qui est quand même un socle des sociétés occidentales, dit-on. On a l'impression que les officiels français ont du mal avec la liberté d'opinion. Emmanuel Valls et François Hollande, en 2014, avaient tenté aussi d'interdire une manifestation pro-palestinienne lors des opérations sionistes à Gaza. Également, ça n'avait pas tenu. Je crois que ça avait pris 10 jours avant d'être débouté. Les politiques français en général, face à ce dossier, semblent sombrer dans une sorte de confusion, d'ignorance, voire de panique. Parce qu'il y a toujours cette... Bon, il y a le passé que les judéo-sionistes exploitent à merveille. Ils ont des milliers d'agents, ce qu'on appelle les sayanim, infiltrés dans toutes les couches de la société, dans les médias, etc. Et puis, il y a l'imprégnation de l'esprit qui a été formaté pendant des décennies. Et puis, il y a cette peur de l'antisémitisme. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a une association qui a un rapport avec la Shoah, qui s'appelle IHRA. H, c'est pour Holocauste, et A, c'est pour antisémitisme. Donc, c'est une association, je crois qu'elle est américaine ou britannique, et qui a établi une définition de l'antisémitisme. Eh bien, cette définition, évidemment, contient dans un de ses articles la critique d'Israël, qui est considéré comme de l'antisémitisme. Et le poids de cette association, c'est que la plupart des États européens, des pays européens, ont repris à leur compte la définition de l'IHRA. Et des États fédérés aux États-Unis, la ville de Paris, etc. Et donc, il y a une pression énorme sur l'Allemagne, sur la France, l'Angleterre, terrible, avec cette hantise de paraître antisémite. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une terreur absolue d'avoir la moindre faiblesse, la moindre complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme, alors qu'il n'y a pas d'antisémitisme, vous savez, c'est ridicule. On invente on cherche par tous les moyens le moindre fait et geste. Et d'ailleurs, beaucoup de faits sont le fait de juifs qui organisent ce genre d'attentats antisémites, soi-disant entre guillemets, que les médias reprennent. Par exemple, la fameuse histoire du RER B ou D, où une fille, c'était avec un couteau, elle s'est coupée une croix gammée sur la poitrine, et puis ça a été l'horreur pendant les médias, et 2 jours après, on s'est rendu compte que c'était elle. Ou bien ce gardien d'un centre social juif, la rue de la Folie Colincourt à Paris 11e, etc., etc. Donc en fait, malheureusement, les démentis, quand il y a un démenti, bon, on le passe sous silence, mais il y a une telle chape de plomb, une telle hantise d'avoir le moindre complaisance, d'avoir de l'antisémitisme, qu'on a peur que la moindre... Les journalistes ont une trouille terrible et les hommes politiques ont une trouille terrible
qu'on leur fasse ce procès. Il y a Israël Shah qui avait écrit un livre il y a quelques années. Il avait décrit après la Deuxième Guerre mondiale, ces juifs qui sortaient de leurs cellules religieuses et qui s'intégraient, en fait, qui se laïcisaient. Et beaucoup de décideurs juifs s'étaient inquiétés parce que plus les juifs se laïcisaient, plus le pouvoir de la communauté s'évanouissait. Donc en fait, pour garder un semblant de pouvoir, est-ce que la communauté, enfin certains juifs, certains décideurs juifs n'utilisent pas la peur, l'antisémitisme pour garder un certain pouvoir, un certain poids, un certain levier au sein des sphères politiques en Occident? Oui, ben vous savez, ça remonte à peu près, mettons, au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. Spinoza, qui avait quitté la communauté juive, enfin de manière, comment dire, administrative ou religieuse ou spirituelle. Philosophique aussi. Et puis, mais ça, c'est un phénomène, vous savez, on dit que dès qu'on a donné une liberté aux Juifs, c'est-à-dire la possibilité de sortir du ghetto et le ghetto mental, normalement, eh ben, ils s'intégraient dans la société, ils prenaient les métiers, ils se mariaient avec des conjoints non juifs. Vous savez comment aux États-Unis, on estime qu'il y a un juif sur deux qui se marie avec un conjoint non juif. Et les leaders d'Israël et des communautés juives appellent ça la Shoah la Shoah moderne. Golda Meir, l'ancienne première ministre, avait dit que le mariage mixte était pire que l'Holocauste. Voilà, c'est l'Holocauste des temps modernes. C'est-à-dire, ils ont la trouille. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de propagande dans les communautés juives, les écoles juives, les centres communautaires. On paye, par exemple, à des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, on leur paye 1 an en Israël, tout frais compris, pour aller se balader, pour aller dans une école ou des vacances. Donc on essaye de créer au maximum ce lien qui touche peut-être, mettons, 1/3 des communautés juives, mais en fait les 2/3 des communautés, comme en France à mon avis, échappent à cette emprise. Et ça, c'est évidemment leur grande crainte que ces communautés leur échappent. Et d'ailleurs, une grande partie de la propagande israélienne est dirigée vers les communautés françaises, américaines, etc. Mais qui cette propagande prend quand même de moins en moins, il ne touche qu'une minorité des Juifs. Je crois qu'il y a on se fait une illusion sur les communautés juives à l'étranger, enfin de la diaspora, comme on dit, qui seraient en très grande majorité tournées vers Israël. Pas du tout. Moi, je considère qu'en France, il n'y a pas plus d'1/3 des Juifs qui sont communautarisés, qui sont tournés vers Israël, etc. Mais les autres, ils disparaissent dans la nature. Il y a plusieurs. Vous avez parlé de Spinoza qui avait créé un livre, le traité politico-théologique, est peut-être un des livres les plus violents qui dénonce la mainmise de la communauté juive sur les sociétés. D'ailleurs, on a tenté de le tuer et même il y avait une prière religieuse qui disait que le nom de Spinoza ne devait plus être prononcé en Hollande. À cette époque, c'était le Herem. Donc c'est extraordinaire, ces juifs qui arrivent à s'extirper de la communauté et qui deviennent les plus violents critiques de leur ancienne communauté. On peut parler de Spinoza, on peut parler de Simone Weil, qui a aussi dit beaucoup de choses sur la communauté juive, qui parlait aussi de cette mainmise, de cette peur, de cette manipulation mentale, en fait. Et dès qu'ils sortaient, dès qu'ils touchaient à l'universel, ils devenaient les plus virulents critiques de leur ancienne communauté. Oui, mais d'ailleurs, les plus grands critiques d'abord des communautés juives, de cet esprit de ghetto, de cette obsession du Messie, de ce communautarisme, viennent des Juifs qui sont sortis du ghetto. Et d'ailleurs, il y a des antisionistes célèbres
dès les années 20 qui ont qui ont montré leur opposition à l'idéologie sioniste. Et donc, ces critiques viennent, les critiques les plus acerbes, les plus documentées. Vous savez, il y a un livre très célèbre qui est paru dans les années 60 qui s'appelle Le sionisme contre Israël de Nathan Weinstock. C'est un pavé de 700 pages, mais qui est fabuleux. Je crois qu'on n'a pas écrit mieux sur la nature, les origines, etc., du sionisme. Et en fait, bon, vous avez par exemple Norman Finkelstein. Il y a Sylvia Sipel. Israël Shamir aussi, qui a écrit L'autre visage d'Israël. Il y a Simone Veil avec l'enracinement. Et même des Israéliens comme Gideon Levy, Shlomo Sand. Bernard Lazare. Il y a Israël Chak. Qui a écrit un livre sur les origines de l'antisémitisme, quand même. Il a posé des questions très douloureuses. Et Jacob Cohen, pardonnez-moi, oui. on cite ces auteurs, et il y a aussi vous. On peut parler de votre cas, excusez-moi pour les questions personnelles, mais il y a aussi vous êtes juif et vous êtes je sais pas, excusez-moi de la question personnelle, mais vous avez critiqué aussi le sionisme en étant juif. Donc, alors que vous, aujourd'hui, selon les paradigmes actuels, vous serez antisémite. En principe, oui. Il paraît que il y a un YouTuber qu'on avait expulsé de France au Maroc, et qui m'a dit que dans l'arrêté d'expulsion, on lui a reproché d'avoir interviewé l'antisémite Jacob Cohen. Donc vous voyez que oui, on n'hésite pas à m'accoler cette épithète d'antisémite. Vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi Ronnie Broman aussi qui a eu droit à... Oui, voilà. Mais vous savez, il y a une vidéo, par exemple, l'accusation d'antisémitisme, elle a été créée dès les années 70. Oui. Moi, je me souviens que ça a été, ça a été le mot d'ordre qu'on distribuait dans les milieux israéliens sionistes. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens de cet épisode où je crois que c'était Margaret Thatcher qui avait critiqué un jour Israël pour quelque chose. Et on avait décidé de lancer une campagne comme quoi ces critiques seraient antisémites. Il y a cette ministre israélienne qui s'appelle Shulamit Aloni de gauche, qui est très connue, qui a eu une très grande carrière en Israël, et qui est vraiment, qui a des idées de gauche, etc., dans les années 80, 90, qui a dit dans une vidéo, vous savez, l'antisémitisme, c'est une arme à nous pour, diaboliser les critiques, pour faire taire les critiques. Parce que quand vous dites à quelqu'un vous êtes antisémite, c'est très difficile avec l'histoire de la Shoah, etc. De s'en départir. Ça devient insupportable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise cette arme. On revient. Lors de la commémoration de la Ralph du Veldiv en 2017, alors la Ralph du Veldiv, c'est quoi? Je crois que c'était en 1943, où on a opéré la plus grande arrestation de juifs pendant la France occupée. Donc on essaye de rendre hommage à ces victimes chaque année. En 2017, Macron a rendu hommage et a convié Netanyahou, où il déclare que l'antisionisme est la forme réinventée de l'antisémitisme. D'ailleurs, en 2019, il y a eu des tentatives de criminaliser l'antisionisme dans le corpus juridique français. Puisqu'on y est, Jacob Cohen, expliquez-nous la différence entre les deux notions, entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Alors, d'abord, c'est quoi le sionisme? Le sionisme, c'est de vouloir rétablir le juif dans une dimension moderne. C'est-à-dire que, vous savez, les sionistes, c'est simple. Moi, je les qualifie de petite armée rouge à la Trotsky, qui y était à peu près 40-50 000, qui sont venus de Russie et de Pologne pour modifier la structure du juif, lui enlever son côté commercial, intellectuel, et lui donner le cachet de paysan, d'ouvrier, remettre le juif dans un cadre moderne. Voilà, en fait. Et donc, le sionisme avait besoin d'une terre pour réaliser cet idéal. Mais vous savez, ça aurait pu se faire
en Ouganda ou au Birobidjan, par exemple, sur le territoire russe. Il se trouve qu'ils ont décidé de faire ça en Palestine. Bien. Mais jusqu'en 1948, l'idéologie sioniste, c'est-à-dire de rétablir une nation juive, a été condamnée par 95-98% des juifs religieux. On va en parler. Donc, donc, par exemple, moi au Maroc, j'ai grandi à Meknès, dans le Mela de Meknès. Les sionistes étaient venus dès 1948 pour faire de la propagande. Ils ont ouvert un local au Mela, dans le ghetto juif. Mais les rabbins nous disaient, enfin moi je me souviens de cette époque, ils nous disaient faites attention, ce sont des renégats, ce ne sont pas des juifs, etc. Ils avaient vraiment une obsession contre ces gens-là qui ne considéraient pas comme juifs. Et donc, le sionisme était athée, était anti, il était contre la Torah, contre l'histoire juive. Il dédaignait tout ce qui était le juif par essence, c'est-à-dire l'étude, le communautarisme, la solidarité, la communauté. Et c'est pour ça qu'il a été non seulement refusé par les institutions religieuses du monde entier, mais toutes les communautés juives en Europe, en Afrique, en Amérique latine, dans les années 20 et 30, l'ont totalement ignoré. Personne ne voulait y aller. Jacob Cohen, on reprend la discussion juste après la pause publicitaire. On revient tout de suite. Retour à l'échiquier international. Aujourd'hui, on tente de discuter autour des deux notions, l'antisémitisme et l'antisionisme, dont certains officiels occidentaux tentent d'instaurer un amalgame, voire même plus, de prohiber l'antisionisme qui serait assimilé à de la haine. Et aujourd'hui, on reçoit Jacob Cohen pour justement préciser les deux notions avec un cadre beaucoup plus méthodique. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a une forme d'ignorance, voire d'analphabétisme et de confusion entre ces deux notions, puisque, selon l'histoire, l'antisionisme, les premiers antisionistes sont d'abord juifs. Ce sont des juifs qui ont dénoncé, par exemple, le projet de vivre sur une terre de Palestine, mais au contraire, ils ont préféré, les premiers juifs ont préféré vivre sur leur terre, dans leur pays, pour se battre pour leurs droits dans leurs pays respectifs, au lieu d'aller vivre en Palestine et d'aller prendre la place des Palestiniens. Jacob Cohen, comment se fait-il alors qu'on a glissé entre ces juifs qui sont anti-sionistes à ce courant qui prend toutes les sociétés pratiquement occidentales qui ont des bureaux, des médias, des émissaires. Vous-même, vous avez décrit aussi ces agents, les Sayanim, qui ont un poids dans les médias et qui veillent à toute critique à l'endroit de l'entité sioniste. C'est un travail qui a commencé dès les années 40-50, c'est-à-dire les sionistes ont vu le profit qu'ils pouvaient tirer de la Shoah. Je regrette de le dire comme ça, mais Ben Gurion était tout à fait conscient. On raconte d'ailleurs des choses... C'est le premier ministre de l'entité sioniste, David Ben Gurion, précisons. Des choses assez troubles sur son comportement. Par exemple, lorsqu'on lui avait proposé d'échanger des juifs contre, par exemple, des camions, enfin, servir d'intermédiaire, etc., pour sauver des juifs hongrois, il préférait avoir plutôt des gens capables de combattre plutôt que des gens inutiles, etc. Ou bien il y avait une certaine complaisance au début, en tout cas les premières années avec le nazisme, parce que les sionistes se frottaient les mains parce que des juifs allemands pouvaient venir en Palestine. Et donc, il y a un pacte entre les nazis et les premiers sionistes, le fameux pacte d'Arava.
Oui, et par exemple, le fameux Exodus, le navire en 1947, qui était des rescapés de la Shoah, que les Anglais avaient refusé de laisser accoster à Haïfa. Et donc, pendant des jours, des semaines, je ne sais pas combien de temps ça a duré, le navire a été remorqué à Chypre, et donc les télévisions du monde entier. Et donc, vous savez, vous connaissez les relais que les Juifs ont dans les médias occidentaux, aux États-Unis, etc. Donc, vous savez, les premiers, les grands journalistes, le directeur de François, par exemple, à l'époque, enfin, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient déjà établis. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sionistes, mais ils avaient quand même une sympathie pour ce. Vous savez, au début, même en 1967, vous serez peut-être étonné, mais en 67, toute la gauche, enfin pratiquement une très grande partie de la gauche française, même Sartre, qui a pris fait et cause pour Israël. À la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Pardon? À la fin de sa vie, avec son fameux livre Réflexion sur la question juive. Alors qu'au début, il était plutôt pro-palestinien, il termine pro-sioniste pratiquement, Sartre. Mais parce qu'il y avait, vous savez, il y avait un slogan arabe à l'époque qui disait « Nous allons jeter les Juifs à la mer ». Bon, c'est un slogan, parce que, à mon avis, il n'avait pas de toute façon les possibilités de le faire. Mais très bien exploité par les médias, etc. Et les gens, enfin les Français, la gauche et tout, y ont vu quasiment un deuxième holocauste. Ce petit pays communiste, socialiste, qui a fait refleurir le désert, tous les mythes du sionisme étaient là, enfin, c'était ancré dans l'inconscient collectif occidental, qui a mis qui a mis beaucoup de décennies à s'en défaire. Et ça, ils en ont profité beaucoup, les sionistes, dans leur propagande. Donc, ça a toujours été ce petit pays qui se battait contre une mer d'Arabes. Le David contre le Goliath. Le David sioniste contre le Goliath arabe. Voilà. Et donc, sur cette base-là, évidemment, c'est construit. Bon, les Sayanim sont venus à partir de 1959. Et là, on a structuré vraiment. Et vous savez, jusqu'en 1980, vous remarquerez qu'en Europe, en tout cas en France, on ne parlait pas du tout de la Shoah. C'était un sujet qui était presque ignoré, tabou, etc. Au point, par exemple, qu'un Robert Faurisson pouvait publier ses articles dans Le Monde. Mais à partir des années 80, Israël, qui se trouvait aux prises avec une occupation qui devenait de plus en plus visible, vous savez, les tanks, les dominations des villes palestiniennes, etc., ils ont remis en route la Shoah. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, par exemple, il y a eu le film de Lanzmann, Shoah, et puis aujourd'hui, par exemple, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait 2 ou 3 films à la télévision sur la Shoah. Et donc, on a ressorti cette histoire du placard et on la travaille. Vous savez que Pompidou, Giscard et Mitterrand, tout à l'heure, vous avez parlé du Veldiv. Eux, ils ne voulaient pas du tout célébrer le Veldiv. Ils ne voulaient pas du tout. Mitterrand avait fait une interview avec Jean-Pierre Elkabbach où il disait « Ah non, on ne va pas remettre la haine, etc. Vous ne me ferez pas revenir sur ce terrain-là. » Et Chirac, dès qu'il a été élu avec la bénédiction du B'nai B'rith, parce qu'il avait la franc-maçonnerie juive, le B'nai B'rith, avec le RN, avec le Front National, la première chose qu'il a faite, étant élu, il a remis au goût du jour le Veldiv, la culpabilité française, etc. Donc tout ça, enfin, tous ces éléments réunis ont fait que l'antisémitisme est devenu une espèce de pierre angulaire de la politique intérieure française. Pierre angulaire de la politique intérieure française qui émane peut-être du CRIF, le CRIF qui est le Conseil des représentations juives de France. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le CRIF. En tout cas, on voit tous les officiels, les présidents, les ministres se rendre au fameux dîner pour décliner leur amour et leur défense de l'entité sioniste. Mais Jacob Cohen,
quelle est la réalité du pouvoir du CRIF en France? Même si on voit à peu près les résultats, ou en tout cas ses traces sur la sphère médiatique et politique. Ben, moi, je trouve que c'est un énorme pouvoir. C'est-à-dire qu'il fait quasiment, il obtient ce qu'il veut. Voilà. C'est-à-dire un alignement de la France sur Israël, des privilèges colossaux pour les Juifs et incidemment, parce que pour moi, le harcèlement islamophobe en France, le harcèlement des Maghrébins en France a pour origine le CRIF. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, publié des textes, c'est-à-dire que le CRIF, sur instruction du Mossad, avait, dès les années 80-90, milité pour une forme de containment. Vous savez, cette expression qu'on utilisait pour le monde communiste, il fallait le contenir. Le contenir, le limiter. Voilà, ils avaient pour instruction de contenir les Maghrébins qui ne s'expriment pas, qui ne réalisent pas, qui ne fassent pas des progrès dans les médias, dans l'économie, dans la politique. Aujourd'hui, c'est un résultat extraordinaire. Les Maghrébins, qui sont 6 ou 7 millions, ou les musulmans, sont quasiment invisibles. Et ça, c'est un résultat du CRIF. Moi, je leur tire mon chapeau. Enfin, je veux dire, c'est un résultat extraordinaire. Parce que dès qu'on a un Maghrébin, dès qu'on a un Maghrébin de 3e, 4e génération sur un plateau de télé, c'est rare, c'est vrai. Enfin, ça devient de plus en plus rare. On lui fait tout de suite la leçon de l'intégration, des lois laïques, des lois républicaines, qu'il ne faut pas, il faut être contre le communautarisme avec ses critiques contre l'islam. Mais le CRIF remet en avant le communautarisme juif. Donc la laïcité s'arrête à la communauté juive, semble-t-il. Tout à fait. Vous savez, il y a des faits, j'ai raconté récemment, enfin, c'est un fait. En 2019, quand même, 2019, il y avait une université du droit de Créteil ou quelque chose comme ça, une banlieue parisienne. Ça a été publié dans Le Parisien du 7 ou 8 ou 9 mai 2018 ou 2019. Donc c'est facilement retrouvable. Il y avait une université de droit qui avait fixé un examen et on leur a dit « Ouh là là, c'est une fête juive ». Eh bien, l'université a modifié l'examen. Et tant pis pour les étudiants qui avaient prévu de voyager, qui avaient pris des billets d'avion. Mais on peut multiplier les exemples par dizaines sur les privilèges des Juifs en France. Mais ça, c'est normal. La laïcité, c'est pas pour eux. Eux, ils ont tous les droits et tous les privilèges. Et d'ailleurs, la loi sur le séparatisme, enfin, je veux dire, c'est une épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête des Maghrébins. Regardez par exemple les imams, lorsqu'il y a eu l'invasion de Gaza, on a transmis une instruction aux imams, on leur a dit « Attention, ne parlez pas de Gaza ». Voilà. Et les imams ont fermé leur gueule, parce que la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, ne sont pas français, donc ils sont expulsables. Regardez par exemple l'imam Iqiyoussen. Oui. Il a été expulsé. Il a des enfants français, il a des petits-enfants français, il est né en France. Il a été expulsé pourquoi? Pour des mots, pour des paroles. Il n'a ni tué, ni violé, un délit d'opinion. C'est un délit d'opinion. Voilà. Il a été expulsé. Il y a aussi, comment il s'appelle, Abdel Zahiri, qui a été expulsé. Peut-être que nos téléspectateurs ne sont pas au fait de ces affaires franco-françaises, mais je voudrais qu'on revienne sur la pression, les pressions, le pouvoir du CRIF, qui a réussi. Bon, des fois, il enregistre des échecs parce qu'il n'arrive pas à chaque fois modifier le corpus juridique pour asseoir certaines mesures, mais parfois, il enregistre quelques succès, comme la loi Guesso, qui est une sorte de loi qui punit la négation dans les recherches historiques. Oui. C'est le seul, imaginez, c'est le seul fait historique. Là, à mon avis, ça n'a jamais existé dans l'univers dans les annales, intellectuel mondial, qu'on dise à des historiens, alors non, là, c'est impossible de faire des recherches. Voilà, c'est impossible. Voilà, il y a un tel chiffre, vous devez, c'est tout. Il y a une telle façon de mourir, ça y est, c'est... Et donc,
et ça, c'est une victoire, enfin, c'est extraordinaire. Et puis aussi, la mise à l'index, regardez par exemple comment Roger Garaudy, Roger Garaudy. parce qu'il avait osé, Roger Garaudy était un des plus grands intellectuels français du XXe siècle. Il a écrit plus de 100 livres. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, on aurait dû le fêter à l'image de Sartre, de Camus. Vraiment, c'était un des plus grands esprits qui a écrit, un grand livre sur le sujet qui s'appelle Les mythes fondateurs du projet sioniste. Roger Garaudy. On l'a effacé des tablettes. J'ai fait des recherches comme ça dans les bibliothèques municipales pour voir. Je crois qu'il y a dû y avoir 2 ou 3 livres de. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la diabolisation. Le pouvoir du CRIF aussi, c'est quoi? C'est que par exemple, vous avez un humoriste comme Dieudonné. Bon, c'est pas, je vais pas parler de lui nécessairement, mais je veux dire la leçon. Je vais prendre un exemple neutre. Stéphane Blé. Stéphane Blé était un pianiste du classique, un génie. À 15-16 ans, il jouait dans les plus grandes salles de Paris. Qui est décédé aujourd'hui. Hein. Oui. Eh bien, il a, bon, pour des raisons qui lui étaient propres, il a fait cause pour la cause palestinienne. Mais ce type-là ne pouvait plus jouer dans les salles. Enfin, je veux dire, vous vous imaginez ça. C'est-à-dire que, quel est le message? Ce n'est pas tellement l'affaire de Stéphane Blé. C'est que vous êtes artiste, vous êtes comédien, vous êtes musicien, vous êtes écrivain. Si vous critiquez Israël, vous ne pourrez plus exercer votre métier. Et ça, le pouvoir Jacob du CRIF, Cohen, c'est bien que vous souleviez la question des artistes. Au-delà de la France, par exemple, à Hollywood, les grands réalisateurs sont à un moment donné de leur carrière obligés de se placer, en tout cas de faire un film rendant hommage sur, entre guillemets, les victimes juives. Pourtant, eux qui n'ont pas forcément d'opinion sur la question, mais ils sont obligés de se placer. Tout le monde a eu son film où on constatait le malheur des événements de la Deuxième Guerre mondiale de juifs. Oui, bon, enfin, je ne sais pas si tout le monde doit faire, mais en tout cas, je ne pense pas qu'un metteur en scène puisse réaliser un film. Vous connaissez certainement, enfin peut-être, il y a un documentaire qui s'appelle Les Arabes vus par Hollywood. Oui. Bon, oui. C'est extraordinaire. Oui, mais ça, c'est tout ce travail qui est fait de dénigrement de l'arabe. Mais après, quand vous avez une affaire comme celle de Gaza, etc., c'est très facile. Après, de dire oui, les terroristes, etc. Donc, on a séparé les. Oui. Mais Jacob Cohen, on est en 2023, on a des intellectuels arabes, on a des professeurs en médecine arabes, on a des astronomes arabes, et rien ne leur empêche aussi de faire comme les juifs, de s'organiser, de faire des lobbies, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un pouvoir, d'une communauté qui a quand même un pouvoir. Les Arabes sont partout maintenant dans toutes les sociétés, il y a des intellectuels, il y a des savants, il y a des écrivains, et rien ne leur empêche aussi de faire comme les Juifs. Oui, sauf que, alors, ils ne savent pas le faire, voilà. Ils sont mal organisés, ou en tout cas, ils sont incapables de le faire, et ils n'ont jamais réussi à le faire. Écoutez, je vais vous donner un exemple clair, net, pour moi, sur l'incapacité du monde arabe à réagir, à mener une campagne. Vous savez, j'étais à Beyrouth il y a quelques années, j'étais un mardi, on m'a dit le mardi à 11h, il y a la réunion de tous les partis, syndicats, etc., palestiniens, toutes les tendances. Mmh. Donc, on m'a invité, je suis allé, je leur ai dit, voilà, je vais vous donner un avis, une suggestion, comment démolir la légitimité, la soi-disant démocratie israélienne. Mais vous avez, Israël pratique la détention administrative. Mais il ne s'agit pas de dénoncer la détention administrative. Prenez une image. Khalida Jarrar, qui est une députée palestinienne, une femme, une mère de famille, qui est arrêtée, ça fait déjà 4 ou 5 fois. Vous mettez 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars. Allez voir les grandes agences de publicité à New York, à Londres, à Berlin, etc. Faites des campagnes qui durent 6 mois.
Et je vous assure qu'au bout de 6 mois, le visage et le nom de Khalida Jarrar sera ancré dans l'inconscient occidental. Et je ne pense pas que l'État d'Israël osera encore arrêter des gens sous prétexte de la détention administrative. Jacob Et donc, Cohen, allez-y, poursuivez. Non, je voulais... et malheureusement, c'est tombé dans les oreilles de sourds. Je regrette de le dire. Ça fait beaucoup de peine de le dire. Vous savez, en France, on a imposé le voile aux lycéennes. Voilà. Je vais vous donner un exemple concret en France. On a imposé le voile aux lycéennes. D'accord. Ça, c'est une mesure, à mon avis, qui a été soufflée par le CRIF. Le retrait du voile. On a imposé le retrait du voile. Eh bien, qu'ont fait certaines lycéennes et collégiennes musulmanes? Elles sont parties à l'école avec une jupe longue, vous savez, à l'indonésienne. Bon. Et la direction a contacté ces filles et leur a dit, si vous n'enlevez pas, d'abord vous êtes mis à jour de 2 jours de mise à pied, et si vous revenez avec, vous serez exclu. Et c'était totalement illégal, il n'y a pas de texte de loi. Et j'avais proposé en 2015, une journée de la jupe. J'ai appelé, à l'époque j'étais un petit peu, comment dire, j'avais plus d'audience qu'aujourd'hui, enfin bon, pour certaines raisons. Et donc, j'avais fait une page Facebook qui s'appelle La journée de la jupe. J'avais appelé les Maghrébins à fixer une date où ils enverraient des dizaines de milliers de jeunes filles dans les écoles et les lycées et les collèges avec une jupe longue. Et mettre le ministre de l'Éducation au pied du mur. Très bien, vous allez mettre à pied 50 000 filles? Eh bien, on va s'organiser, on va contacter 1000 avocats, etc., etc. Bon, malheureusement, oui, j'ai reçu quelques mots par-ci, par-là, mais ça ne s'est pas fait. L'essentiel, c'est que ça ne s'est pas fait. Alors, bon, ça, c'est un autre... oui, c'est un autre débat. Problème, mais malheureusement, il y a des intellectuels partout, en France, etc. Et moi, je leur ai dit, hein, faites comme le CRIF. Étudiez, regardez comment fait le CRIF, faites comme eux, et vous gagnerez. Mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons que je ne souhaite pas développer ici, ils n'ont pas réussi à le faire. Voilà. Alors, Jacob Cohen, qui sont, dernière question, si vous pouvez répondre rapidement, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, qui sont aujourd'hui ceux qui orchestrent, qui imposent, qui pensent, qui dessinent la politique sioniste mondiale? On sait qu'ils sont aux États-Unis, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Parce qu'on a tissé des phénomènes, mais est-ce qu'on peut donner des noms? Qui décide de ça, au fond? Des personnes? Vous savez, à mon avis, il y a des gens dont on ne connaît pas l'influence nécessairement. Par exemple, les chefs de la franc-maçonnerie juive mondiale, par exemple, du Bnei Brit. Le Bnei Brit. On les connaît pas nécessairement. Vous avez, par exemple, bon, le nom qui me vient à l'esprit, c'est Kissinger. Il doit avoir un réseau extraordinaire. Bon, il avait quand même beaucoup de sympathie pour Israël. En 1973, c'est lui qui a vraiment tout fait pour sauver Israël du désastre. Il y a probablement... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, Israël avait nommé directeur de la Banque d'Israël un ancien vice-président de la Réserve fédérale. Voilà, imaginez un type comme ça qui a été vice-président de la Réserve fédérale et qui est nommé directeur de la Banque d'Israël. Voilà, vous savez, ce sont des gens qui, je ne connais même pas son nom, je ne me souviens plus de son nom, mais imaginez ces gens infiltrés dans ces centres de pouvoir et qui tirent les ficelles. Jacob, voilà, et ça, c'est fabuleux, ça. Jacob Cohen, la discussion fut très enrichissante avec vous. Merci d'avoir été des nôtres sur l'échiquier international. Malheureusement, on aurait dû faire plus longuement avec vous, tellement c'était passionnant. On vous réinvitera en tout cas. Merci d'avoir été à l'échiquier international et je vous dis à très vite, à bientôt. Merci. Beaucoup et bonsoir à tous. Merci. L'échiquier international arrive à sa fin. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et vous dis à samedi.